voir maintenant. Bonjour tout le monde. Bonjour membres du conseil du patronat. Ça fait toujours plaisir de vous rencontrer pour une de ces séances. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, moi-même et mon collègue David Veilleux, on va vous parler de télétravail. Le télétravail, c'est un sujet qui nous tient à cœur chez Levio, mais peut-être pour commencer, on pourrait présenter très brièvement en une minute ce qu'est Levio. Donc, Levio est une firme de consultation en transformation numérique qui existe depuis 2014. On a passé le cap des 1000 employés, on en est très fiers. On travaille avec plusieurs clients distingués, principalement au Québec, dans le reste du Canada et aux États-Unis. On a été reconnu plusieurs fois, dont 2 fois en 2019 et en 2020 par le magazine Maclean's comme l'entreprise de services professionnels avec la plus forte croissance au Canada. Donc, on est bien fiers de ça. On aide tous ces clients-là dans différents aspects de la transformation numérique. Aujourd'hui, je suis accompagné, comme je le disais plus tôt, de David Veilleux, qui va prendre la parole dans quelques instants pour nous parler de télétravail. Parce que oui, la vie a changé pour beaucoup d'entre nous, je crois, aujourd'hui, qui sont encore devant nos écrans. Au cours de la dernière année. Le télétravail, ça a changé nos habitudes de travail, plusieurs habitudes de vie aussi, parce qu'on fait du télétravail, mais on est devant les écrans avec nos familles, nos proches, nos amis. Toutefois, pour David et moi, le télétravail, c'est quelque chose qui existait quand même longuement avant que la pandémie nous frappe l'année dernière. On a eu la chance de gérer des équipes qui étaient décentralisées. Pour ma part, David vous dira pour lui, mais pour ma part, depuis 2014, où les gens étaient répartis un petit peu partout à travers l'Amérique du Nord. Donc, quand la pandémie est arrivée, on était prêts, nous, à faire face à ça, mais on a vu nos clients qui ont dû rapidement changer leur manière de faire en quelques semaines, puis même des fois quelques jours sur plusieurs aspects. Et les premiers aspects qui frappent, bien qu'on ait à peu près toute la technologie à notre disposition, quand on a à transformer une organisation pour qu'elle puisse faire face au télétravail, il faut avoir des gens qui sont prêts à adopter ces technologies-là. Et il faut aussi avoir de la méthode pour encadrer le travail de manière différente. Donc, sans plus tarder, David, est-ce que tu veux nous présenter les aspects qui sont certainement plus humains et méthodologiques qui entourent le télétravail avant qu'on tombe dans les technologies, les principes technologiques elles-mêmes qu'on peut appliquer pour résoudre ces enjeux-là? Certainement, Maxime, merci. Et pour ma part, quand tout ça est arrivé il y a près d'un an, je gérais des équipes qui étaient à distance, localisées à Phoenix. Donc, on était déjà dans cette réalité-là, pas de télétravail à ce moment-là, mais de travail à distance. On trouvait que c'était utile quand même de commencer par revenir sur certains points qui peut-être ont été vus durant votre journée. Je sais qu'il y a vraiment plusieurs sujets qui sont traités avec des gens de qualité. On se disait qu'une petite entrée en matière, revenir sur certains axes, au fond, qui sont essentiels. En 2016, Technocompétences a réalisé une étude sur les avantages et risques du télétravail. Puis c'est sûr que pour nos gens, il y a des avantages, on le sait, la flexibilité des horaires, la diminution du temps de déplacement. Pour nous, je ne sais pas si vous le savez, mais statistiquement, on dit que la productivité et la qualité du travail est meilleure chez nos employés globalement lorsqu'ils sont en télétravail et il y a moins d'absentéisme, moins de congés de maladie. Donc, certainement pour l'employeur, des éléments à considérer également. Stabilité de nos services, ben, si on a une panne majeure ou quelque chose qui arrive, ben, les gens sont tous déjà dans leur poste. Ils descendent de leur cuisine, dans leur sous-sol, puis ils sont capables de prendre en charge de ce qui se passe. Donc, des avantages, des risques, évidemment, l'isolement social, il y a un aspect, on en parle abondamment là, dans les journaux et ailleurs, là, toute la santé psychologique des gens est mise à mal présentement. Risque de travailler trop fort, je pense qu'il faut le dire, il faut être bienveillant envers nos gens. On ne compte pas vraiment nos heures quand on est à la maison, on le sait. Et puis pour l'employeur, c'est évident qu'au niveau de la gestion et des approches, il va falloir faire évoluer le style de gestion. Il y a un petit encadré ici, tu sais, on parle de style de gestion basé sur les résultats, offrir des objectifs clairs à nos gens, attitude positive face au télétravail, que nos gens sentent qu'on leur fait confiance dans ce contexte-là, pour qu'ils puissent continuer à déployer leur leadership, puis être autonomes. Évidemment, pour l'esprit d'équipe, ça, c'est vraiment un impact réel. C'est très difficile, surtout quand on est avec des nouveaux joueurs, là, les amener à pleinement
sentir qu'ils font partie de l'équipe. Je ne veux pas trop insister là-dessus. Je pense que vous avez d'autres contenus aujourd'hui. Au fond, là, retenons certainement là, que on a beau vouloir avoir des employés qui sont productifs, on veut avoir des outils qui vont être efficaces, conserver notre efficience, mais si les gens ne sont pas en santé, ils ne seront pas capables de nous donner leur maximum, réaliser leur potentiel. Fait que beaucoup de bienveillance dans ce contexte qui est difficile pour nous tous, hein, pour ça, en faisant souvenir, il y a un grand stress dans tout ça. Et puis, je pense que, tu sais, grosso modo, là, je pense que si on les encourage à bouger, bien s'alimenter, mais après ça, pleinement profiter du vidéo. Je sais qu'on est tous tannés de Zoom, là, mais c'est ce qu'on a de mieux. Donc, moi, j'encourage constamment les gens à allumer leur vidéo pour qu'on se voit, qu'on se dise bonjour, qu'on se fasse un sourire. Ça peut être le bienvenu. J'avais noté également qu'il y a des outils comme de méditation pour ceux que ça peut intéresser, mais d'envoyer un message de bienveillance à nos gens en leur disant que, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais Rose Buddha, c'est gratuit en ce moment. C'est un outil, je ne suis pas un promoteur de Rose Buddha, mais dans ce cas-ci, l'organisation a décidé de rendre leur service gratuit dans ce contexte. Les enjeux de la collaboration en mode télétravail viennent du fait que nos besoins, notre façon de processer l'information est mise au défi parce que quand on communique, vous le savez sûrement, seulement 7% du message qu'on reçoit est le message verbal. Ça veut dire que si je fermais ma caméra, par exemple, et vous me faisiez et que je n'avais pas un support visuel, ce serait probablement très difficile de comprendre ce que je suis en train de dire. Je fais exprès, ma caméra est allumée, j'essaie d'avoir un non-verbal engagé, puis d'avoir un support visuel. Donc, le ton de voix, le non-verbal, vous voyez que c'est très important, d'où la pertinence de solutions technologiques qui vont appuyer cela. Également, 60% des gens sont visuels. Ça, là, ça veut dire là, que si on n'a pas un support visuel, si je ne vous présentais pas un PowerPoint, si je n'avais pas un outil comme Miro pour pouvoir faire des post-it, puis venir dire ici, on parle de santé psychologique, ben, tous ceux qui sont visuels dans la salle auraient beaucoup de mal à suivre et seraient désintéressés. Donc ça, c'est ça qui cause un si grand impact. Cela cause un très grand impact au niveau de l'efficacité de nos équipes. Dans cette... Donc, dans le visuel, David, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est que oui, il faut bouger, on met les mains devant la caméra, puis le simple PowerPoint à lui seul peut être insuffisant même en période de pandémie. Donc, nous, on est allé plus loin avec certains clients en utilisant une solution comme Miro, dont on parlera peut-être un petit peu tantôt, là, mais ce que vous voyez présentement, il y a des diapos de PowerPoint, mais qui sont à l'intérieur d'un mur qu'on partage et avec lequel nous, on est capable d'interagir. Donc, présentement, David donne sa présentation et moi-même, je peux y aller et interagir. Donc, tous les membres de l'équipe peuvent faire à peu près n'importe quoi, puis rajouter des contenus sur les diapos. Donc, en étant interactif comme ça, ça rend la présentation plus visuelle que simplement d'avoir un PowerPoint statique. Tout à fait. Je vais aller plus loin que ça. Maintenant, quand on pense au travail de nos gens, le besoin d'être synchronisé, peut-être certains d'entre vous, vous avez des équipes qui sont des équipes agiles. Je donne l'exemple de l'agilité ici, mais dans le fond, c'est de dire que quand on se fait un plan de match d'équipe, assurons-nous d'avoir un support visuel pour dire Gilles va faire ABC et Georges va faire DEF dans sa journée, ABC, puis et DEF. Ça fait en sorte là, que, un, on va être capable de comprendre ce qu'on fait dans notre rencontre de coordination, et deux, on pourra s'y référer au cours de la journée pour se dire, qu'est-ce qu'il faisait déjà Gilles? Ah oui, il fait ABC. Parce que un des défis qu'on a, comme on n'est pas tous dans la même salle, tous nos petits ajustements qu'on fait dans la journée, dans le fond, qu'est-ce que tu fais? Ah, je suis en train de finir cela. Peux-tu venir m'aider à faire cela? Ben ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas naturellement. Les gens vont pas avoir le réflexe d'allumer leur caméra, appeler Gilles en disant « Hey, moi, je suis en train de finir ça. Penses-tu que tu peux venir m'aider? » Ça va beaucoup moins arriver. Fait qu'on veut avoir
une espèce de plan de match là, qui va être visible. On va savoir sur quoi les gens font, puis ça va être très important de se synchroniser. Parfois même, certaines équipes vont faire une deuxième rencontre d'arrimage dans la journée, juste pour s'assurer de resynchroniser les gens. Alors, et c'est comme on avait, dans le fond, quand on était en présentiel au bureau, on était plusieurs gens d'une même discipline, d'un même projet, dans un même local, puis on avait notre tableau sur le mur, par exemple, et puis les gens cochaient les choses, on déplace des aimants rouges et verts sur le tableau pour indiquer ce que l'équipe est en train de faire. C'est la même chose. Il faut se doter de quelque chose de similaire quand on est à distance. Exactement, faut reproduire, dans le fond, ces éléments-là qui nous rendent efficaces. Fait que là, j'ai donné des exemples ici avec l'outil Teams que plusieurs organisations possèdent. Ceci est l'exemple d'une mêlée où est-ce que j'ai donné un graphique de l'avancement. On prend en note, au fur et à mesure que les gens sont en train de parler, on prend en note ce qu'ils sont en train de dire. Souvenez-vous que juste écouter quelqu'un parler, on ne comprend pas nécessairement. Si j'écris ce que la personne est en train de dire, là, ben là, tout le monde va comprendre, tout le monde va pouvoir se rallier et s'ajuster. Puis dans ces outils-là, sont souvent très, très, très flexibles. Ici, j'ai fait une rencontre de rétrospective de sprint ou une planification de projet à même l'outil Teams en utilisant les outils qui sont bâtis dedans. La raison pour laquelle j'ai fait ça, c'est pour dire qu'il y a des outils qui sont extrêmement accessibles, qu'on a sous la main, qui peuvent nous permettre de faire beaucoup de chemin, à condition qu'on est orienté vers offrir un support visuel pour rencontrer les besoins de communication des humains, puis leur permettre de se synchroniser. Fait que ça, c'est un peu le préambule, au fond, qui vient appuyer la raison la raison première de notre rencontre aujourd'hui, c'est de parler des enjeux technologiques et des solutions technologiques pour venir soutenir ces processus-là et ces besoins-là de nos équipes pour bien travailler ensemble dans ce contexte. Et c'est bien d'avoir la technologie, l'outil, comme tu dis, David, mais tout ça s'encadre par des principes méthodologiques. Selon toi, ce serait quoi le top 5 des principes méthodologiques à retenir en télétravail? Top 5 de principes méthodologiques. Ben, en tout cas, premièrement, moi, allumez vos caméras tout le monde. Ça, c'est absolument essentiel. Il faut qu'on soit capable de se redonner toute la richesse du non-verbal dans nos communications. Faut se synchroniser plus souvent qu'on le faisait avant parce que sinon, les gens vont avoir tendance à se séparer et partir chacun de leur côté. Donc, on va vraiment perdre en efficience à l'échelle de l'équipe ou à l'échelle de l'organisation. Je vais m'arrêter à 2. Je pense que c'est les plus importants. Fantastique. Merci, David. Puis, continuons avec si tu veux suivre ma souris, David. Donc, encore une fois, on est dans notre tableau Miro et David va se mettre à suivre ce que moi, je fais sur mon écran. Donc, vous voyez l'écran de David, mais vous allez me suivre, moi. En se basant sur les 7 principes qu'on a évoqués dans le guide du Conseil du patronat du Québec sur le télétravail, le premier, c'est toujours de faire passer sa bureautique au 21e siècle. Si, malheureusement, pour différentes raisons, vous avez encore, par exemple, des répertoires réseau comme on avait il y a 20 ans, c'est un frein, ça, au télétravail, parce qu'il faut toujours être connecté par VPN. C'est difficile d'accéder à ces ressources-là dans la majorité des cas, sur des appareils mobiles comme des tablettes ou des téléphones. Donc, d'être passé à OneDrive sur Office 365, d'avoir du Google Apps, par exemple, donc l'équivalent de Office 365, mais offert par Google, d'avoir Dropbox ou Box.com, ces services de partage de fichiers qui permettent aux utilisateurs d'être en contrôle de leur fichier et de leur partage, ça donne un grand avantage. Et c'est certain que pour bien les organisations dépendant du cadre réglementaire qui vient encadrer l'industrie, souvent, on peut croire qu'il est difficile de migrer vers ces technologies-là, mais depuis le temps qu'elles existent maintenant, et dans la majorité des cas, c'est possible de passer minimalement une partie de ces opérations vers ces services qui facilitent hautement la collaboration des équipes. Deuxième principe, c'est de communiquer efficacement. David vient de nous le montrer. Avec Teams, on peut faire bien des choses. Teams est un produit donc, de Microsoft qui est très polyvalent, qui peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
en plus de Clavardé. Il y a d'autres produits sur le marché qui vont faire, qui vont être, du moins pour certaines équipes, offrir peut-être une meilleure performance. On pense à Slack, qui est un des premiers produits qui est apparu, dans le fond, qui a inspiré d'une certaine manière dans l'industrie Teams. Et il y en a probablement 5-6 autres présentement qui sont populaires sur le marché. Bon, Teams est commun parce que Microsoft l'offre à ses clients, puis c'est facile d'y adhérer. Slack est très populaire dans certains domaines, notamment le design et le développement logiciel. Ça ne fait pas de Slack un produit qui est moins bon que Teams. Juste pour vous dire, IBM a adapté Slack plutôt que Microsoft Teams. Donc, toujours une question d'avoir un produit qui cadre bien à l'intérieur de l'organisation. Mais bref, de bien utiliser ces logiciels-là et de bien les déployer, ça augmente beaucoup la productivité des équipes. Par exemple, Teams peut être déployé, et on l'a vu chez certains clients, là, rapidement et pas au complet. Des fois, c'est seulement des questions de sécurité ou de soucis de sécurité qui ne sont pas encore tout à fait identifiés, c'est normal. Mais quand Teams est déployé au complet, comme nous, on l'a chez Levio, ben, ça devient un téléphone corporatif. Donc, on n'a pratiquement pas besoin de bottins d'entreprise et de téléphonie IP. Teams fait tout le travail parce qu'il est installé sur nos téléphones intelligents avec un bon MDM, donc le Mobile Device Management. Levio, notre employeur, reste propriétaire de toute l'information qui passe à travers Teams, peut l'effacer à n'importe quel moment. Et nous, ça nous permet d'avoir le bottin corporatif à l'intérieur de ça et non toujours rejoignable où qu'on soit. Maxime, tu as touché un peu au volet de la sécurité, puis je sais qu'il y a d'autres ateliers qui s'en viennent sur ce sujet-là. Mais il y a une préoccupation importante à avoir là, dans le choix des outils. Les organisations qui ont choisi Zoom en mai, vous avez lu les journaux comme moi. Là. Donc, Zoom qui est arrivé avec un produit minimalement viable, la sécurité n'avait pas été nécessairement développée au niveau requis. Même chose Slack. Slack était réputé pour avoir des failles de sécurité importantes. Donc, c'était des freins à l'adoption en grande entreprise. Je vous dirais que depuis la dernière année, c'est devenu la priorité de tous, dans le fond, de corriger ces lacunes-là. Si on va lire sur Slack aujourd'hui, ben là, on est rendu avec une bonne robustesse. Et c'est pas pour rien qu'une compagnie comme IBM va le choisir. Reste que, et je pense qu'il faut absolument toujours faire nos devoirs quand on choisit un outil comme ça de collaboration. Puis l'autre élément, c'est que dites-vous que si vous ne choisissez pas un outil de collaboration pour vos gens, ils vont se choisir des outils de collaboration. Hein, la nature a horreur du vide. Donc, valeur sûre, aller avec un Teams. À ce moment-là, au moins, on répond aux besoins. Puis après ça, une étude plus approfondie pour des solutions qui sont plus aimées parfois des gens, là, un Zoom, un Slack, qui offrent plus de capacité parfois, mais avec une préoccupation qu'on contrôle bien notre sécurité. Et le troisième principe, c'est suivre la productivité à distance. Donc, ça a été un sujet chaud chez certains de nos clients. Donc, comment on fait pour être certain que les gens s'exécutent bien? Puis, c'est pas tant la technologie qui va permettre ça. C'est si on a une bonne méthode de travail. Bon, nous, on œuvre beaucoup en technologie de l'information, en transformation numérique et en développement logiciel. Donc, des méthodes qu'on appelle agiles. Le Scrum, le Kanban, c'est au cœur de nos activités quotidiennes. Quand on sait exploiter ces méthodes-là correctement, on est capable de voir si les gens font leur travail ou pas. Du moins s'ils essaient. Mais pour supporter ces méthodes-là, il y a plusieurs produits, ne serait-ce que Jira ou Trello, qui sont des tableaux qu'on peut utiliser sur lesquels on met des cartes et les gens travaillent sur chacune de ces cartes qui sont des items de travail, si on veut. Lequel choisir dans tout ça? Hein? Un logiciel comme Trello ou Asana sont des logiciels très accessibles que n'importe qui peut utiliser et qui vont être très cadrés, c'est-à-dire qu'ils vont être beaucoup moins flexibles. Et si vous regardez dans le guide du conseil du patronat, on a placé plusieurs outils sur une grille qui nous présente des outils qui sont simples à utiliser ou des outils qui sont flexibles.
tous les outils logiciels, certains vont être simples à utiliser, c'est-à-dire que un peu comme un iPhone. Un iPhone, c'est un système d'exploitation très simple à utiliser, mais en même temps qu'il n'y a pas la flexibilité du système d'exploitation Linux, qui lui va être compliqué à utiliser, mais on va pouvoir faire ce qu'on veut avec. Donc, on a notre Asana, notre Trello, qui sont des logiciels très simples et très cadrés, et on a notre Jira, qui est très puissant pour les grandes entreprises ou les moyennes entreprises, qui vont vouloir s'assurer que le logiciel se modèle à leur méthodologie. Cinquième principe, connaître son client rapidement. On a encore, tant dans les grandes entreprises que les petites entreprises, on voit ça souvent, des listes de clients ou de contacts qui sont dans des fichiers Excel. Au risque de ne pas me faire aimer de certains, hein, quand on travaille dans Excel aujourd'hui, eh bien, c'est pas mal comme travailler sur une napkin ou sur un bout de papier. Je parle pour suivre des listes de clients. Là. Attention, parce qu'Excel peut servir à bien des choses pour faire de la comptabilité, par exemple. Il y a des solutions beaucoup plus poussées qui sont des CRM, donc des Consumer Relationship Management Software, qui vont nous permettre d'avoir ces listes de clients-là et de suivre chacune des interactions à l'intérieur d'un cadre logiciel tout à fait logique. Il y a du Salesforce, il y a du Microsoft Dynamics qui existe pour les grandes entreprises quand on va faire des grands déploiements. Ce sont des déploiements qui sont relativement coûteux. Et quand c'est soit pour une petite équipe ou une petite ou moyenne entreprise, eh bien, on peut aller vers des logiciels qui sont beaucoup plus simples et accessibles d'un point de vue prix et utilisation, c'est-à-dire Pipedrive pour les CRM de vente et HubSpot qui va faire, lui, un CRM pour la vente, mais qui va être aussi un CRM de marketing et même de diffusion de contenu sur le web. L'utilisation d'un système SaaS comme ça, Software as a Service, qui va souvent même proposer une licence gratuite jusqu'à un certain nombre de contacts, par exemple. Ça donne au moins accès à ce service-là ailleurs que sur Excel. Au moins, si vous savez votre Excel, mettez-le dans un SharePoint ou un Google Drive pour que ce soit partageable et accessible de tout le monde dans l'organisation. Minimalement. Pour ce qui est du cinquième principe, faciliter le remue-ménage, il y a avant, qu'est-ce qu'on faisait quand on était en présentiel? Comme je disais tantôt, on avait les tableaux avec les post-it sur les murs. Il y a plusieurs équipes, parfois, qui avaient des murs complètement tapissés de post-it. Miro, le logiciel qu'on utilise actuellement, comme je disais, vous voyez présentement l'écran de David, moi j'interagis. Vous pourriez tous venir à l'intérieur du tableau Miro maintenant et interagir avec nous seulement pour voir les contenus ou même pour contribuer. Donc, c'est possible d'intégrer ce genre de solution-là. Généralement, les clients l'aiment beaucoup depuis un an. Ça facilite beaucoup notre travail. Je vous dirais là, que quand on intègre un outil comme Miro, il faut prendre soin d'identifier la portée de l'outil Miro. Dans le fond, on peut en faire énormément de choses. On peut tenter de travailler juste avec Miro, puis on peut intégrer Miro d'ailleurs avec toutes sortes d'outils. Dans l'utilisation que je fais habituellement, je recommande de l'utiliser comme si c'était un tableau blanc, vraiment, un tableau blanc dans la salle de travail là, de l'équipe. Là. Ça veut dire que c'est un lieu d'échange, c'est un lieu pour faciliter notre productivité, mais on va pas mettre de la documentation ou de l'information qui est sensible sur le tableau Miro. On va pas mettre d'information qui doit être pérenne non plus dans le tableau Miro. Dites-vous là, que le tableau Miro qui est là, quelqu'un pourrait passer puis l'effacer, là, comme si c'était au bureau. Donc, au fond, tous ces outils-là, c'est de bien cadrer là, quelle est l'utilisation qu'on va en faire et la portée qu'on va en faire. Puis, le sixième principe, décentraliser. Aujourd'hui, c'est assez facile de décentraliser beaucoup de choses, notamment les banques de données. Il y en a qui utilisaient il y a 20-25 ans les banques de données Access, par exemple, ou les banques de données FileMaker qui nous permettaient de faire sur un ordinateur notre propre banque de données, quand même bien structurée. Évidemment, aujourd'hui, on va aller davantage chercher un logiciel en mode SaaS ou Software as a Service où on n'a rien besoin d'installer sur notre ordinateur et une solution qui va être partagée avec quiconque on décide d'inviter. Donc, pour ça, le logiciel Airtable
ou plutôt le logiciel en ligne, le service Airtable, nous permet de construire des banques de données qui sont quand même assez poussées avec une belle interface, plus moderne que celle de Microsoft Access, et avec des applications qui sont sur les téléphones mobiles et les tablettes et à travers le navigateur web, donc rien vraiment installé quand c'est un poste de bureau. Ça peut nous permettre de faire ce qu'on appelle du RAD, du Rapid Application Development pour une petite équipe, ça va être très bien, logiciel apprécié. Ensuite, si on veut continuer à se décentraliser puis faire des applications simples, donc là, on est dans le travail un peu plus poussé de développement informatique sans que ce soit du code. On peut faire des applications sans code avec quelque chose comme Amazon Honeycode. Peut-être pas accessible à tout le monde, mais ça reste un produit. Et finalement, Amazon Workspaces, qui est un service d'Amazon pour quiconque voudrait déployer des machines virtuelles sans avoir à gérer un centre de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, si les employés sont à la maison, ils vont utiliser leur ordinateur personnel souvent pour se connecter au réseau de l'entreprise, à moins qu'ils aient un ordinateur portable de l'entreprise, évidemment. Eh bien, s'ils utilisent leur ordinateur personnel, on ne veut souvent pas que les données qui sont sur leur ordinateur personnel puissent, de quelque manière, entrer sur le réseau d'entreprise et vice-versa. Donc, en utilisant Amazon Workspaces, la personne va tout simplement exécuter un logiciel sur son ordinateur personnel ou sa tablette et va avoir un poste Windows qui est contrôlé par l'entreprise et qui ne risque pas d'entrer en conflit là, avec ses appareils électroniques personnels. Puis finalement, pour le 7e principe sécurisé, je vais laisser Guillaume vous en parler par la suite, mais c'est sûr qu'à l'intérieur de tout ça, on a toujours des soucis de bien sécuriser toute l'information qui voyage d'un côté et de l'autre. Et de plus en plus, c'est possible de faire, d'appliquer des principes de gestion des appareils par le Mobile Device Management. Donc, si les employés ont des données d'entreprise sur leur téléphone, vous pouvez l'entreprise peut être en contrôle de ces données-là, les effacer à n'importe quel moment si ça devient nécessaire, si l'appareil est perdu, par exemple. Tout ça en préservant toutes les informations de l'employé de son côté sans que l'entreprise y ait accès. Donc, ça reste le meilleur des deux mondes pour les deux parties. Donc, voilà, ça fait le tour de notre présentation. Je pense qu'on entre pile dans notre 30 minutes. Et maintenant, on peut prendre quelques questions. Bien, merci beaucoup, Maxime et David. Très intéressant. Effectivement, vous rentrez pile dans votre présentation. Vous facilitez ma tâche au niveau de la gestion du temps. Bien, on a effectivement 2 questions. Alors, je vous invite d'ailleurs, si vous avez des questions, à aller dans l'onglet discussion pour les poser. Et puis, comme on s'y attendait, les premières questions, je vais essayer de les combiner parce que ça touche toute la question de la sécurité. Je vais poser les 2 questions. Il y a 2 volets. D'abord, vous avez présenté une série de logiciels. Est-ce que ces logiciels-là répondent aux exigences en matière de sécurité d'information et de protection des renseignements personnels? Puis, je vais attacher à celle-là une deuxième qui s'y touche un petit peu. Plus précisément, sur Teams, autant on était habitué avant d'avoir des discussions dans des salles de conférence avec la porte fermée pour assurer la confidentialité. Est-ce qu'une discussion sur Teams, qu'elle soit enregistrée ou non, pourrait être accessible par un tiers, ce qui pourrait compromettre tout l'aspect confidentialité d'une discussion qu'il pourrait y avoir? Donc, la dernière question, c'est est-ce que quelqu'un pourrait mettre un micro caché dans une salle de conférence? C'est ça? Je blague. Donc, j'y reviens. Mais pour répondre à la première question, est-ce que ça respecte toutes les règles en matière de sécurité et de protection de l'information et droit à la vie privée? Franchement, ça dépend de l'industrie. Généralement, si on n'est pas dans une industrie qui a des règles trop strictes, je peux penser, nous, je veux dire, on a des clients qui sont dans le militaire et la défense, on a des clients qui sont dans l'aérospatial, on a des clients qui sont dans le bancaire, on a des clients qui sont dans le gouvernemental. Donc, il y a des règles qui s'appliquent à différents niveaux pour différents sujets. Mais généralement, il suffit de travailler avec des experts en configuration des produits et on va réussir à mettre en place les balises qui sont soit des balises qu'on va mettre à l'intérieur de la configuration du logiciel
ou des bonnes pratiques que les usagers vont devoir prendre. Par exemple, certains sujets ou certains documents ne vont pas sur certains produits. Par exemple, le Miro qu'on a utilisé pour la présentation, on peut partager un tableau publiquement. N'importe qui pourrait y avoir accès. Évidemment, logiquement, si on met un document qui ne doit pas être public sur le tableau, c'est qu'on risque de l'exposer, même s'il y a un lien qui est privé et qu'il y a très peu de chances que quelqu'un le trouve. Donc, il y a des aspects techniques auxquels il faut penser, puis il y a des aspects comportementaux qu'il faut adresser. Et c'est pour ça qu'il faut pas seulement prendre un outil puis le déployer à l'intérieur de son organisation sans faire affaire avec des professionnels des technologies qui viennent l'encadrer. Et c'est là qu'on revient à ce que disait David. David disait, il faut donner les outils puis bien les encadrer parce que si on ne les donne pas, les gens vont les déployer eux-mêmes. Et c'est là qu'il y a le danger. Et si les gens déploient les outils eux-mêmes, c'est là que ça crée un risque. Donc, il vaut mieux plus offrir et bien encadrer que rien offrir puis se retrouver dans une situation où, comme quand on était en présentiel, mais les gens qui ne réussissent pas à transférer les fichiers d'un ordinateur à l'autre mettaient ça sur une clé USB puis finalement, risquaient de la perdre quelque part au Tim Hortons et puis quelqu'un la trouvait. Pour ce qui est de la deuxième question concernant l'interception des communications, personnellement, je ne suis pas un spécialiste de la sécurité. Certainement, Guillaume pourrait vous en dire plus, mais je n'ai pas eu connaissance cette année de l'interception de communication lorsque des canaux sont sécurisés. Parce que, comme disait David tout à l'heure, Zoom, on a eu des soucis de sécurité au début, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les soucis de sécurité qu'avait Zoom, c'est quand les gens utilisaient la version gratuite de Zoom. Donc, les gens qui utilisaient la version gratuite, les communications n'étaient pas encryptées. Les gens qui utilisaient la version payante, les communications étaient encryptées, il n'y avait pas de problème. Donc, encore une fois, quand on déploie correctement un outil à l'intérieur de notre entreprise, on est capable de s'assurer que les communications sont cryptées. Je pense que c'est une bonne chose à retenir, effectivement, de ne pas acheter n'importe quoi, puis effectivement, les versions gratuites peuvent poser problème. Ce qui m'amène à une autre réflexion. On est dans le 11e mois de la pandémie. Au début, on se demandait combien de temps ça allait durer. Là, on voit que ça dure plus longtemps que prévu. On espère une fin prochaine. Mais chose sûre, on a vu hier sortir le rapport de l'Université de Montréal sur l'opinion des télétravailleurs par rapport au télétravail. Puis, de façon un peu surprenante, 51%, donc un petit peu plus que la moitié des gens qui font du télétravail veulent demeurer en télétravail ou dans une forme de télétravail. Donc, que la pandémie finisse le plus rapidement possible, il va quand même y avoir une demande de la part des employés de rester en télétravail. Et donc, les employeurs doivent y tenir compte. Alors, selon vous, là, ça fait presque un an que vous êtes travaillez auprès des entreprises pour implanter des logiciels. C'est quoi les principales difficultés que vous rencontrez? Est-ce que c'est l'adaptation à des logiciels que les gens ne maîtrisent pas? Mais ça ne semble pas être le cas. Mais pour amorcer tout ce virage-là, dans le fond, là, qui risque d'être permanent, c'est quoi que vous voyez comme principaux obstacles? Puis qu'est-ce que les employeurs doivent prévoir? Je vais répondre, puis je vais laisser David donner ses impressions par la suite, mais moi, je vois deux choses. C'est vrai que les Américains disent « work from home », puis quand la pandémie va être finie, ça va être « work from anywhere » pour bien des gens. Du moins, peu de gens vont retourner 5 jours par semaine au bureau pour ceux qui peuvent se le permettre. Moi, je vois deux choses principales en ce qui entoure les outils technologiques. En fait, je veux dire 3. Pardon. La première, c'est le déploiement des outils peut prendre du temps. Pour, oui, des questions de sécurité, mais aussi des fois des questions de capacité des ressources TI à les déployer parce que faut les acquérir, ce logiciel-là, ça peut sembler coûter cher et oui, des fois, ça coûte relativement cher. Deuxièmement, c'est la méthodologie. On en parlait tantôt. C'est pas tout d'avoir des outils, il faut avoir une bonne méthode de travail. Oui, il y a une discipline, mais il y a aussi une méthode. Dépendant de ce qu'on fait, il y a beaucoup de méthodologies aussi qui sont disponibles sur le marché, puis c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se faire coacher par quelqu'un comme David, justement, pour
adopter la bonne méthodologie de travail. Et la troisième chose, c'est la compétence numérique des employés. La compétence numérique, ça ne veut pas simplement dire savoir utiliser de l'informatique ou savoir utiliser Excel. Et ça, il y a l'Union européenne qui a un cadre de référence en compétences numériques des employés. On est chanceux, on a même une version française. Si ça vous tente d'essayer, de tester vos compétences, allez sur pix.fr, pix.fr. J'ai même mis, David, une saisie d'écran sur notre tableau Miro, si tu regardes mon curseur actuellement. Et ça, ce site-là vous permettra gratuitement de tester vos compétences en matière de numérique et celles de vos employés. Soyez pas surpris si c'est décourageant. C'est challengeant et ça nous fait réaliser que généralement, en termes de compétences pour utiliser les produits numériques au Québec, mais pas juste au Québec, globalement, on a bien du chemin à faire. David? Je suis d'accord avec ce que tu dis, bien sûr, mon ami. Vous voyez, ce que je suis en train de faire présentement, je suis en train de mettre en application ce qu'on a dit. Au fond, je suis en train d'offrir un support visuel au fur et à mesure pour que tous, on puisse avoir une compréhension. Ça, c'est des compétences à bâtir, puis je le fais parce que je comprends l'importance de le faire. Il y a tout un enseignement puis, à faire à nos gens, à nos employés, pour qu'ils comprennent l'importance de travailler de cette manière-là et de changer leur façon de faire. Okay? C'est vraiment pas intuitif pour les gens de prendre un Miro puis de faire des post-it pour redire ce que les gens disent. Mais c'est essentiel pour qu'on puisse se comprendre. Fait qu'il y a vraiment un message à passer, puis il faut insister là-dessus. Vous le savez, hein, on est dans des changements de savoir-faire ici, puis ça prend du temps. Faut vraiment insister là-dessus. Sinon, les outils, trouver des outils sécuritaires, tout à fait. Sincèrement, je pense que le plus grand défi là-dedans, il est humain, parce que pour ma part, je ne vois pas des équipes qui souffrent du point de vue de l'efficacité dans ce qu'il faut. Ils continuent à travailler et à livrer beaucoup, beaucoup de valeur, mais c'est difficile pour nous. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus c'est ça qui est la plus grande préoccupation pour une organisation, c'est de s'assurer que ces gens demeurent en santé. La connaissance de base, effectivement, et on l'a vu, puis on entend parler. Puis d'ailleurs, nous, le CPQ, ou à la Commission des partenaires du marché du travail, on insiste sur le fait qu'il faut améliorer les compétences numériques des employés, pas juste de ceux qui sont en chômage, mais de ceux qui sont employés. Fait qu'on travaille à développer des choses là-dessus. Moi, j'adore l'exemple que vous faites avec Miro. C'est extrêmement concret. Moi aussi, je fais partie des visuels, puis voir comment on peut se servir de ça comme outil pour développer des idées, puis qui remplacent nos post-it sur les murs blancs. Je trouve ça bien pratique. Vous nous avez tantôt attiré notre attention sur le fait que si le gestionnaire ne met pas en place les bons outils, c'est les employés eux-mêmes qui vont arriver avec toutes sortes de solutions, avec tous les risques qui viennent avec d'avoir plusieurs sources de communication. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter, justement, vous avez dit tantôt, oui, la décision du gestionnaire, mais comment on peut éviter de se retrouver dans un environnement où on a plusieurs canaux de communication à gérer? On voit l'exemple nous-mêmes en entreprise. Des fois, on reçoit des textos, on reçoit des courriels via Teams, via le courriel Outlook. Il y a toute une panoplie de canaux qui peuvent être utilisés en même temps puis qui viennent à un moment donné qu'on peut perdre de l'information. Avez-vous des trucs à nous donner pour être en mesure là, de simplifier tout le transfert d'informations entre les employés de l'entreprise? David, est-ce que tu veux prendre le lead sur celle-là? J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, dans le fond. Là, quand on arrive avec un outil comme Miro, on va établir clairement quelle est la portée de l'outil Miro. Il est vrai là qu'on va avoir dans plusieurs canaux, que ce soit le courriel, que ce soit Teams, que ce soit Miro, que ce soit, que sais-je, les textos. En fait, c'est omniprésent, on le sait, là, tout sonne partout tout le temps. Vraiment, là, il faut l'encadrer. La compétence dans une organisation à bien encadrer le télétravail là, est un avantage stratégique à partir de maintenant. C'est un avantage stratégique.
Et quand vous avez un avantage stratégique dans votre organisation, il y a quelqu'un qui s'en occupe. OK? Fait que je pense que si j'avais une recommandation, ce serait sincèrement là, d'investir là, avec quelqu'un chez vous qui s'occupe de tout ce volet-là, parce que ça va être un avantage compétitif dans les prochaines années. C'est indéniable. Oui, donc c'est ça. Ça revient un peu à ce qu'on disait au départ, là, quand on a une bonne méthode établie, on est capable d'introduire à l'intérieur de la tête de nos équipes, c'est quoi les priorités de communication. Tu sais, par exemple, aujourd'hui, on a le téléphone et le texto, Teams, les conversations vocales impromptues deviennent principalement des communications téléphoniques, il n'y a pas de différence. Les conférences puis les réunions, elles, restent là. Puis ensuite, on a tous nos autres systèmes qui viennent nous envoyer des alertes à travers notre boîte de courriel. Donc, je pense qu'une bonne vision à se donner, c'est de dire, à l'intérieur de l'entreprise, on ne devrait plus se fier sur le courriel, on devrait viser d'autres canaux de diffusion pour les communications un à un. Là. Je comprends que souvent, il y a les infolettes qui doivent aller à tous les employés, ça c'est normal, mais le canal de courriel, lui, devient surchargé quand on utilise de plus en plus d'outils de collaboration. Et s'assurer que quand c'est juste une question simple, notre logiciel de clavardage, Teams ou Slack, lui, va faire l'affaire, ou le texto va faire l'affaire. Mais la solution technologique à ça, et ce que j'ai vu la semaine dernière, je cherchais le nom, puis je ne me souviens pas du nom du produit par cœur, mais où il y a un problème, il y a une solution. Il y a une compagnie qui a lancé, qui est en train de tester un produit de communication qui est justement pleinement intégré, donc qui va prendre tous les canaux, incluant iMessage qu'on a sur le iPhone, là, puis ramener ça à l'intérieur d'un seul client pour que ce soit peut-être, si leur solution est bonne, plus simple, mais franchement, je ne l'ai pas encore testé. J'ai vu qu'ils ont sorti en public la semaine dernière. Je trouve, Maxime, que tu touches un point extrêmement important, là. Il y a assurément des investissements colossaux qui se font dans le domaine là, du virtuel actuellement. Il y a des nouvelles versions de ceci et cela à chaque mois, à chaque semaine. Donc, on se doit d'effectuer une vigie. Il faut que dans notre organisation, on fasse une vigie sur les nouveaux outils qui vont potentiellement mieux répondre et de façon plus sécuritaire à nos besoins. Écoutez, David, Maxime, je vous remercie. On pourrait continuer encore longtemps. C'est un sujet fort intéressant. Vous avez démystifié beaucoup, j'allais dire, cet environnement que je n'oserais pas appeler de ésotérique, mais au moins assez obscur pour plusieurs d'entre nous. D'abord, je signale à toutes les personnes présentes que votre présentation vous sera transmise dans le cadre d'un courriel de suivi. Alors, vous aurez à la fois ce qui a été dit aujourd'hui et les références à la fois de David et Maxime de chez Levio qui peuvent vous aider dans votre transformation numérique. Donc, David, Maxime, je vous remercie infiniment pour votre collaboration et votre participation à notre journée. Et puis, on va passer à l'autre atelier. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci tout le monde.